Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence sur la DSN et les signalements d'arrêt. Je me présente, je m'appelle Sébastien Pelletier, je suis chargé de la relation entreprise pour la Caisse des Yvelines et c'est moi qui serai à l'animation de ce webinaire en compagnie de ma collègue que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous être inscrits et d'assister donc à notre conférence du jour. Je suis Caroline Matco, également chargée de la relation entreprise à l'ACPAM des Yvelines, donc collègue de Sébastien. Je serai aujourd'hui à la modération, c'est-à-dire que je vais répondre à vos questions en direct via le chat et j'interviendrai aussi tout à l'heure lors de notre temps d'échange. Merci beaucoup Caroline. Donc sans plus tarder, je vais couper ma caméra, vous y perdez pas au change. Avec Caroline, en fin de compte, on a pris le parti de tout simplement revenir sur les fondamentaux de la DSN et de complexifier un petit peu notre conférence aujourd'hui pour tout simplement un peu débunker et tout simplement essayer de vous donner des billes pour la gestion de vos arrêts de manière générale, on se rend compte que on est encore au balbutiement, en fin de compte, de la gestion des connaissances que vous pouvez avoir en fait sur la DSN. Donc sans plus tarder, on va commencer par le sommaire et revenir sur les principaux principes et sur la vie d'une DSN mensuelle de manière générale. Donc sans plus tarder, je vous laisse prendre connaissance du sommaire et je vais attaquer au niveau des principes de la DSN. Donc les principes de la DSN, vous le connaissez tous puisque pour tout simplement les entreprises du privé depuis 2017, c'est une obligation légale. Donc on a une cinématique de la DSN et comment ça se vit. Donc vous êtes une entreprise qui a un logiciel de paie qui est compatible à la norme NeoDES, qui va vous permettre tout simplement d'alimenter les bases via votre DSN mensuel, que vous déposez le 5 ou le 15 selon votre effectif. Et dans le cas tout simplement d'un signalement ou d'un élément qui ne peut pas attendre en fin de compte le 5 ou le 15, vous avez la possibilité de faire ce signalement. Quand on parle de signalement, on parle de maladie, maternité, paternité, accident de travail et même les fins de contrat en CDD. Et dès lors que vous êtes averti de ce risque, tout simplement, vous avez 5 jours à réception des éléments pour nous envoyer le flux. Ça, c'est le principe de base. Et là, on va rentrer un petit peu sur, excusez-moi, sur la complexité. Quand on parle de DSN, certaines entreprises ne savent pas vraiment à quoi ça ressemble. En haut à gauche, vous avez l'image, en fin de compte, de la DSN, le fichier brut. Ça aura son importance pour la suite de la conférence, mais il faut que vous ayez à l'esprit que tous ces numéros, toutes ces séries de numéros, S10.00.001, c'est tout simplement pas des lignes de c'est des lignes de code, mais tout simplement, on a remplacé cette ligne de code par l'intitulé d'un CERFA que vous aviez auparavant à remplir. Si on analyse l'image et les numéros que vous pouvez voir à l'écran, le tout premier, le S10.G00.0001, c'est tout simplement, nous, c'est l'identification, à savoir, c'est quoi le nom du logiciel que vous utilisez. En dessous, le 002, c'est l'éditeur du logiciel. Le 003, c'est tout simplement la version du logiciel qui est utilisée. Et vous pouvez tout simplement, en allant sur le cahier technique, voir à quoi tous ces champs représentent. Nous, ce qui va nous intéresser le plus important pour ce qui est de l'assurance maladie, c'est tout simplement les numéros que vous voyez au milieu de l'écran. Le 0, identification de l'éditeur. Le 6, c'est le siège de l'entreprise. Le 11, l'établissement. Le 30, c'est l'individu, donc les informations du salarié en question. Vous avez le 40, le contrat de travail, l'activité, le salarié et passé 51, on parle du salaire, rémunération, mais on rentrera un peu plus en profondeur sur ce sujet-là à l'issue de la conférence. Donc pour revenir un petit peu au principe de base de la DSN, donc vous êtes en tant que déclarant, vous saisissez votre paye. Dès lors que votre paye pour vous elle est saisie, vous avez le fichier DSN. Le fichier, c'est l'image qu'on a vue juste avant. L'image de gauche où il y a toute la série de numéros. Avant de nous l'envoyer, vous avez bien évidemment le vérifier puisque nous, la loi de le principe de la DSN, c'est qu'on va prendre pour argent comptant ce que vous nous envoyez en termes de rémunération d'individu. Donc tout simplement, soit votre logiciel vous donne la possibilité d'avoir un outil de pré-contrôle, soit écoutez, vous n'en avez pas.
et vous utilisez directement le logiciel DSNval qui est disponible et gratuitement sur NetEntreprise, qui est un outil de pré-contrôle. C'est un peu une moulinette qui va vous ressortir toutes les incohérences que notre système pense qui est pas bonne. Dès lors que votre outil de pré-contrôle va vous dire: «Bah, écoutez, c'est bon, tout est conforme», vous allez le déposer directement via votre logiciel sur le site NetEntreprise, ou alors ce qu'on appelle une machine to machine. Vous avez, depuis votre interface de votre logiciel de paye, vous allez déposer ce même fichier directement sans que vous ayez à passer sur NetEntreprise. Et ça, ce principe-là concerne l'intégralité des organismes de protection sociale. Donc cette gymnastique-là, vous le faites pour tout le monde en fin de compte. Donc au niveau du statut des dépôts, à partir du moment où le fichier de pré-contrôle que vous pouvez voir à l'écran, pour vous, tout est OK, vous allez faire le dépôt, soit depuis votre logiciel, soit directement à la mano sur le site NetEntreprise. Dès lors que c'est déposé et que les pré-contrôles ont été faits, vous allez tout simplement avoir un cours de traitement, comme vous pouvez le voir à l'image, et soit le fichier il est traité, l'ensemble des organismes de protection sociale ont assimilé les données que vous nous avez envoyées, un peu comme si vous nous avez envoyé un mail, soit tout simplement il y a un problème, vous n'avez pas fait le fichier de pré-contrôle et le fichier il est rejeté parce qu'il n'est pas compatible avec la norme. Et là, pour le coup, vous allez devoir recommencer et refaire la saisie. Donc on va arriver sur le moment le plus complexe de la conférence, puisqu'on va revenir avec Caroline tout simplement sur l'aspect un peu plus technique. Donc vous êtes employeur, vous faites vous déposez votre DSN mensuellement, classique, et là vous avez monsieur Dupont qui a tout simplement un arrêt de travail. Vous avez les éléments et vous allez faire votre saisie. Nous, tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit, on va prendre pour argent comptant toutes les données que vous nous avez déjà envoyées. Dès lors que vous allez faire votre signalement d'arrêt de travail, pour notre exemple, on va prendre un arrêt maladie, et vous allez faire votre signalement directement depuis votre logiciel. Comme on a déjà reçu 3 DSN auparavant pour monsieur Dupont, ça veut dire que tout ce qui touche en fin de compte aux données de la rémunération, on les a déjà assimilées. Ce qui veut dire que dès que vous allez faire votre signalement, votre logiciel va retoquer l'ensemble des données et va régénérer un flux à la caisse de sécurité sociale de monsieur Dupont, qui va nous permettre tout simplement de faire le remboursement des indemnités journalières. Petit aparté, soyez pas étonnés si vous faites une DSN et que le délai est beaucoup plus court qu'une attestation issue de NetEntreprise. Pour vous donner un exemple, pour les quelques entreprises qui nous envoient des attestations sur NetEntreprise, c'est comme si vous imposez à la caisse de sécurité sociale, en fin de compte, de retravailler avec un Minitel. L'attestation sur NetEntreprise ne peut pas rivaliser avec la DSN, puisque tout simplement, c'est une technologie qui a été créée en 2006-2007, et la DSN, elle a été fignolée et elle est patchée tous les ans depuis 2017. Donc, partez du principe que si vous faites une DSN et qu'en partant même de ce principe-là, votre salarié a été réactif à envoyer l'arrêt de travail en temps et en heure, tout simplement, si sous 15 à 18 jours en voyant large, le paiement n'est pas fait, c'est qu'obligatoirement, il y a un problème. Si par contre, vous faites une attestation sur NetEntreprise et que sous 3 semaines, le paiement se déclenche, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Donc on va revenir et on va poser un petit peu, n'hésite pas Caroline à me dire si je dois réduire un petit peu le débit, puisque ça va tout simplement être quelque chose d'assez complexe à vous expliquer. Oui, 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 Là, dans je notre me permettrai de te là, couper. je te remercie Caroline. Donc là, on a affaire tout simplement à un arrêt maladie. Sur votre gauche, vous avez le fichier texte, le fichier brut de votre DSN que vous déposez tous les mois. Au milieu, vous avez les seuls éléments que la caisse de sécurité sociale va réclamer lors du signalement pour que nous, derrière, on puisse faire le remboursement de l'arrêt de travail. Sur votre droite, on vous montre une image comment ça se rematérialise chez nous. Donc le bloc 60001, quand je parle du bloc, ça veut dire S21.G00.60.001. S21.G00.60.001. C'est le motif de l'arrêt. Vous voyez sur l'image de droite, en haut, vous avez le motif de l'arrêt, puisque je vous apprends rien en vous disant qu'on ne paye pas de la même manière une IJ maladie que maternité, que paternité. On est d'accord.
suivi de la date de dernière journée de travail. La date de dernière journée de travail, ça va être le point de départ, à savoir comment nous, on va calculer, les rémunérations à prendre en compte pour le paiement des indemnités journalières. La date de fin prévisionnelle, bien évidemment pour qu'on puisse bloquer les paiements si toutefois, il y a une date de fin à supposer et les dates extrêmes de subrogation. Pour rappel, quand bien même vous avez un arrêt maladie de 4 jours et que votre salarié a le droit à 3 ans de subrogation, vous mettez les 3 ans tout de suite et le plus important, l'IBAN, s'il y a subrogation, savoir nous, sécurité sociale, à quoi on le rembourse. Donc je suis conscient que ça peut impressionner, mais pour vous donner une idée, quand, moi ou Caroline, on fait des recherches, bah, on s'embête pas puisque l'information, elle est facilement trouvable à disposition sur notre entreprise. On fait un copier-coller des segments qui nous intéressent. Là, je vais prendre le S21.60.001, excusez-moi. Vous la collez sur la barre de recherche de Google, ça va vous sortir le cahier technique et ça va vous expliquer quelle est la dénomination de ce bloc, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous montrer ça. On veut démystifier, l'ADSN parce que tout simplement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas eu forcément les formations qui vont avec, mais le principe, c'est ça. S'il n'y a pas de grosses questions, je vais enchaîner sur le cas un petit peu plus complexe, à savoir l'accident du travail. Donc l'accident du travail, là où ça pose problème et j'y reviendrai dans les bonnes pratiques, c'est que tout simplement, il y a des rémunérations, des primes ou des gratifications à intégrer au salaire de référence. Pas de panique, puisque de toute façon, comme vous nous avez envoyé tous les éléments à DSN et la DSN va proratiser tous ces éléments de salaire automatiquement. La seule chose que vous allez faire, c'est depuis votre, module de logiciel de paye, vous allez mettre le motif de l'arrêt, la date de dernière journée de travail, la date de début et la date de fin de l'arrêt. C'est les seules choses, excusez-moi, que vous aurez à saisir à la mano. Pour le reste, votre éditeur de logiciel va le faire tout seul et surtout, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, si vous avez le choix entre éditer une attestation de salaire sur notre entreprise et faire une DSN quand il s'agit d'un accident de travail ou d'une maladie pro, surtout utilisez la DSN puisque, on en reparlera pendant le temps d'échange, vous vous rendez bien compte que proratiser l'ensemble des primes et gratifications soumis à cotisation est une chose faisable, mais pas sans risque parce que tout simplement, si derrière on nous envoie une DSN, comme la machine est programmée sur un cahier technique, il y a peu de chances que la machine se trompe et ce qui veut dire que si on reçoit un doublon, une faite sur notre entreprise et une DSN et s'il y a imaginons, 20 € de brut d'écart, on va vous redemander de refaire, une attestation parce qu'on ne saura pas quel bon salaire à prendre. Donc c'est toutes ces petites subtilités-là, en fait, qui sont essentielles à la bonne marche, de l'envoi des flux. Là, c'est tout simplement, la copie d'écran d'un logiciel de paye. Là, vous pouvez voir tout simplement, comment dire? Tout simplement, ce qu'on vous demande. La date de début de l'arrêt, la date de fin de l'arrêt, la date de dernière journée de travail, le motif de l'arrêt et vous avez juste à vous laisser guider. Vous avez aussi un autre logiciel, vous voyez en bas de la copie d'écran, vous avez le motif, la date de début, la date de dernière journée de travail, la date de fin. Tout ce qui touche à la subrogation et aux dates extrêmes de subrogation, de toute façon, c'est intégré directement. Donc, après que vous ayez saisi toutes ces informations sur la gestion des arrêts de votre société, en fin de compte, comment, vous faites un petit peu pas du back office, mais comment vous allez retrouver, les informations et savoir si ça a bien été payé ou pas? Il y a 2 cas d'école. Le premier, c'est si vous avez en machine to machine la possibilité d'avoir le tableau de bord intégré à votre logiciel. C'est assez rare, mais ça existe et vous avez aussi la possibilité de chercher l'intégralité des informations sur notre entreprise. Vous vous connectez sur notre entreprise et vous cliquez sur DSN régime général et vous avez l'historique sur les 90 jours. Comme vous pouvez voir à droite, de la nature de l'arrêt, la DSN, la date et heure avec l'identifiant et vous aurez juste à cliquer sur la loupe pour accéder à ce qui vous intéresse. Dès lors qu'on a cliqué sur la loupe, vous avez accès au certificat de conformité. Donc l'obtention de certificat de conformité, ça veut tout simplement vous dire: «OK,
Nous, on a accepté vos données, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'obligatoirement le dossier, il a été payé. C'est un peu le même principe que si vous envoyez un courrier à un organisme de protection sociale en recommandé, ça veut dire le talon recommandé veut juste vous dire: «Très bien, on a reçu votre pli», mais ça ne veut pas pour autant dire que vous aurez gain de cause dans cette procédure-là, en fait. Donc surtout, quand bien même vous avez le bilan de traitement, vous devez vérifier ces éléments-là. Dès lors que vous voyez l'information déclaration rejetée, bilan d'anomalie, c'est qu'obligatoirement, il y a eu quelque chose, des données n'ont pas pu être assimilées ou n'ont pas pu être gérées parce que le système a estimé qu'il y avait effectivement une anomalie. Donc là où, en fin de compte, il n'y a pas forcément, tout simplement, de bons retours, c'est que tout simplement le certificat de conformité, ce qu'on appelle le compte rendu métier, le CRM, déjà nous on a à disposition 3 mois, mais tout le monde n'a pas le réflexe de regarder ce qu'il y a intégré dans le compte rendu métier. Et pour vous donner un tip, c'est que tout simplement, quand vous allez contacter votre organisme de protection sociale, la première chose que va faire, l'agent que vous aurez au bout du fil, c'est tout simplement regarder ce qu'il y a sur le compte rendu métier. Donc il y a de nombreux échanges qui pourraient ne pas être faits si tout le monde a l'opportunité ou le process de travail de regarder ce compte rendu où est mentionné les informations. Parce que dès lors que nous, on accepte un flux, on va le clôturer et on vous donnera le libellé, en fait, dans le compte rendu. Donc si, imaginons, vous avez un dossier qui est pas payé, parce que la sécurité sociale n'a jamais reçu l'arrêt maladie du salarié pour l'exemple, nous, dans tous les cas, on va vous envoyer le compte rendu en vous disant comme quoi le paiement n'a pas été fait, car tout simplement l'arrêt de travail n'a jamais été reçu. Dès lors, dans notre exemple, que vous allez contacter la sécurité sociale en disant: écoutez, moi j'ai mon salarié, monsieur Dupont, il a toujours pas été payé ou on n'a toujours pas été remboursé des IJSS», le conseiller va regarder et va vous fournir cette information qui était déjà à disposition à l'issue du clôture de votre flux, en fait. Donc c'est pour ça, et malheureusement, on ne peut pas faire plus de 3 mois, donc dès que vous le pouvez, regardez les comptes rendus. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui n'ont pas été payés sur un dossier, il y a 90 de chances que de toute façon, l'information, elle est dispo sur le compte rendu qui vous explique pourquoi ça n'a pas été payé. Donc le bilan d'anomalie, on continue à séquencer un petit peu cette période et ça revient à l'exemple que je vous fournissais. Vous avez le bilan d'anomalie affiché en haut, le bilan OK, ce qui vous explique que tout simplement, c'est pas un problème, c'est pas un rejet en lui-même, c'est juste que, c'est que tout simplement code PMNR, ça veut dire que tout simplement la prescription médicale non réceptionnée, ça revient à ce que je vous disais. Dès lors que c'est clôturé et que, en partant du principe que vous faites une DSN et si sous 3 semaines vous n'avez pas l'information, c'est qu'obligatoirement l'information se trouve sur le tableau de bord. Donc il y a aussi différents contrôles. Il y a les contrôles bloquants et non bloquants. Les contrôles bloquants, c'est que de base, de toute façon, la DSN, elle est rejetée. Il y a obligatoirement un problème quelque part et elle n'est pas éligible à un traitement brut par notre système. Par contre, il y a des contrôles non bloquants où les données, on les accepte, même si potentiellement, nous, notre système détermine des écarts potentiels. Donc c'est pas parce que vous avez un contrôle, le contrôle il est passé, qu'obligatoirement ça va suivre sur un remboursement. Et pareil pour le bloquant de base où de toute façon, votre flux il n'a pas été accepté. Donc on va revenir un petit peu sur les bonnes pratiques parce que je peux voir dans le chat qu'on a quand même malgré tout, quelques questions, sur le DJT, j'ai vu passer. J'ai peut-être rappelé, quelque chose de fondamental, mais dans le doute, au vu du nombre de personnes qu'il y a dans la conférence, on va s'arrêter 2 minutes là-dessus. Au niveau de la date de dernière journée de travail. La date de dernière journée de travail est depuis des années, le motif de rejet un des plus répandus, si ce n'est pas le plus répandu. Malheureusement, la date de dernière journée de travail, ça ne parle pas à tout le monde et le législateur, pour l'instant, ne veut pas modifier cette notion-là. Dans notre exemple, on travaille dans une société et la personne ne travaille jamais le samedi et dimanche. Le lundi, monsieur Dupont va, vous donner un arrêt de travail. La date de dernière journée de travail, ça sera le dimanche. Quand bien même que, vous estimez que la date de dernière journée de travail, c'est le vendredi parce que c'est la dernière journée effective. Non, ça a été harmonisé en 2016. La date de dernière journée de travail, c'est la veille de l'arrêt et le point de départ pour nous, pour le calcul des indemnités journalières.
On prend un autre exemple. Vous avez madame Bichon qui est en RTT, mercredi et vous fournit un arrêt de travail le jeudi. Bah, la date de dernière journée de travail, ça sera la veille de l'arrêt, à savoir le mercredi, quand bien même si pour vous, vous estimez que, bah, tout simplement son réel travail effectif était le mardi. Donc dans 90 des cas, de toute façon, c'est la veille de l'arrêt, vous avez même pas à réfléchir. Là aussi, on peut rencontrer des difficultés, à savoir pour, les sociétés qui ont, tout simplement des multisites ou des SIRET centralisateurs, une maison mère avec, 3 ou 4 établissements, voire une dizaine d'établissements. Sachez que nous, en fin de compte, vis-à-vis, des prérogatives de la CNIL et des règles RGPD, nous, on ne peut pas savoir qui travaille où, on n'est pas les impôts, on n'a pas le droit de savoir ça puisqu'on n'en a pas l'intérêt tant que la personne n'a pas de problème de santé. Là où en fin de compte, on peut avoir, des problèmes, c'est que ça peut arriver qu'on reçoit différents flux avec des numéros de SIRET différents sur les mêmes périodes. Ce qui veut dire que nous, tout simplement, bah, nous, on ne peut pas vraiment savoir quoi prendre en considération parce qu'on ne sait pas quelle structure est éligible à la prise en compte des données pour le remboursement des indemnités journalières et ça peut bloquer des dossiers. On peut vous redemander un flux DSN parce que tout simplement, bah, nous, on a 2 SIRET différents et on ne sait pas quoi prendre en considération. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais, c'est que surtout que ça fait des doublons, ce qui veut dire qu'obligatoirement, vous imaginez bien que c'est 2 personnes qui ont envoyé des flux différents, donc ça vous rajoute une charge de travail entre la personne du siège ou la personne de l'établissement qui envoie directement les DSN événementiels. Surtout, allez au plus simple, un flux nous suffit pour le remboursement, puisque comme je vous l'ai dit, en plus du numéro de SIRET, si imaginons dans l'envoi du flux, il y a 5 ou 10 € bruts, même si c'est rien, et bah, ça peut bloquer directement le paiement des indemnités journalières. Donc, on revient un petit peu à ce que je vous disais et de toute façon, de manière générale, dès lors qu'il y a une erreur et que vous voyez que le paiement, il peut pas se faire ou que vous rencontrez des difficultés de toute façon et que vous recevez des comptes rendus qui vous expliquent qu'on n'a pas pu faire le remboursement, vous devrez de toute façon prendre en compte, les canaux habituels pour nous contacter et régulariser directement en fin de compte le dossier, du salarié. Alors les bonnes pratiques et ça revient un petit peu à ce qu'on vous expliquait avec Caroline sur cette conférence, c'est que tout simplement, la DSN a un volet social et ça a été pensé pour vous faire sauter à beaucoup d'entreprises certaines tâches administratives. J'imagine que pour beaucoup, vous êtes en DSN puisque malgré tout, on est à 70 de flux de manière générale. Dès lors que vous allez envoyer votre DSN événementiel, même pour un arrêt maladie de 4 jours et en imaginant que votre salarié, il est en arrêt pendant 6 mois, 1 an suite à cet arrêt maladie de 4 jours, vous n'aurez pas à nous rédiger l'attestation de 2e ouverture de droit. Pour les plus anciens d'entre nous, je parle du CERFA vert qui va permettre l'ouverture des droits à la longue maladie et nous, on apporte beaucoup d'importance à ça pour éviter toute coupure dans ce genre de situation. Donc surtout, vous n'avez même pas à réfléchir. Si vous avez fait une primo-demande en DSN événementiel, vous n'avez pas manuellement à nous faire une attestation de 2e ouverture de droit. Ce n'est pas utile puisque votre logiciel va tout simplement le faire pour vous automatiquement. Excusez-moi. Donc, les bonnes pratiques au niveau de votre tableau de bord, ça revient à ce que je vous disais, vous devez consulter de toute façon les informations en lien avec la DSN mensuelle ainsi que l'événementiel puisque vous avez l'intégralité des informations sur les données, sur nous, ce que nous, on va assimiler et prendre en considération sur l'évaluation des flux, sur les rémunérations, sur l'identité de la personne, puisque ça a son importance, pas que pour l'assurance maladie, mais pour l'ensemble des organismes de protection sociale tels que la CAF, la caisse de retraite, les impôts, ça a son importance. Donc on va faire un petit focus directement sur les comptes rendus. Les comptes rendus sont envoyés directement sur l'adresse mail où ça a été paramétré et rattaché sur la rubrique suivante, à savoir le 07003. C'est là où nous, on va envoyer tout simplement les comptes rendus, puisque tout simplement, dès lors qu'on a paramétré votre logiciel de paye, cette rubrique dépend en fait de la norme NeoDes et doit être intégralement remplie. Et c'est après cette rubrique-là, c'est comme ça que vous pouvez le vérifier, à qui nous, Sécurité sociale, on va
envoyer le compte rendu. On a déjà eu le cas de figure où les gestionnaires, ils recevaient aucun compte rendu et pour le coup, ils passaient leur temps à nous contacter tout simplement, la personne, qui était enregistrée, c'était les responsables qui donnaient pas suite et qui lisaient pas les mails qu'on leur envoyait. Donc assurez-vous du bon paramétrage de cette rubrique, c'est très important. Donc pour moi, Caroline, j'en ai terminé. Je tenais juste avant de te laisser la parole et qu'on revienne un petit peu sur les questions qu'on pouvait avoir. Il me reste, quelques créneaux cet après-midi, si vous désirez que je revienne, en rendez-vous privé, sur le support de présentation ou si dans l'après-midi vous dites que vous aviez des questions, je pense, plus particulièrement au fichier texte qu'on vous a montré en début d'intervention qui peut être compliqué à assimiler. Donc, si vous désirez un rendez-vous, il me reste 2 créneaux, c'est sur le stand Île-de-France, que vous pourrez prendre un rendez-vous individuel avec moi. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Caroline. Merci Sébastien. Bon, bah, tu vas quand même continuer à parler parce que j'ai une question pour toi. On nous demande pourquoi est-ce que l'arrêt maladie, est en attente lorsque la DSN du mois n'est pas envoyée? Normalement, les salaires demandés, c'est N-1 et pas N. Je pense que notre participante, souhaite savoir pourquoi est-ce que, le signalement reste en attente, tant que la DSN mensuelle n'est pas passée. Bah, parce que ça va avoir son importance sur l'intégration des rémunérations, en fait. Donc c'est typiquement pour ça. Mais maintenant, de toute façon, j'imagine que pour le cas de madame Blo, l'arrêt doit arriver le 2 ou 3 du mois. Effectivement, elle doit déposer le 5, ce qui veut dire que ça va poser problème derrière, en fin de compte, sur la prise en compte de la période de référence. Mais ça, c'est vraiment des cas à la marge, hein, il reste malgré tout assez rare. Oui, merci Sébastien. Alors on a une autre question, on nous demande, en cas de prolongation d'arrêt, il est donc inutile de faire une nouvelle DSN événementielle? Eh bien oui, je vous confirme que en cas de prolongation d'arrêt, il est inutile, surtout n'en faites pas, vous allez faire doublon, et bloquer le dossier plus qu'autre chose. Quand vous recevez une prolongation d'arrêt de travail de votre salarié, eh bien vous saisissez la prolongation, dans votre logiciel de paye. Votre logiciel, détecte la prolongation et n'enverra pas de flux et on ne recevra pas une nouvelle DSN, événementielle. Par contre, dès qu'il reprend le travail, j'enquille sur autre chose, mais dès qu'il reprend le travail, surtout, il faut bien veiller à indiquer la date, de reprise effective de travail pour éviter, que, l'attestation pour, un arrêt qui se prolonge au-delà de 6 mois se génère, toute seule avec votre, flux DSN, mensuel. Alors, j'ai une autre question, comment ça se passe pour les interruptions de grossesse? Maintenant, il n'y a plus de jours de carence dans certains cas. Comment doit-on le déclarer en DSN pour que ce soit pris en compte? Alors, très récemment, le CERFA, l'avis d'arrêt de travail, a été homologué avec, une en-tête, avis d'arrêt de travail, sans carence. Ce sont des arrêts donc, qui seront indemnisés dès le premier jour au titre de la maladie. Donc, ben, vous devez, sûrement déclarer dans votre logiciel, une absence en maladie. On a encore un petit peu de temps devant nous, donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, comme ça on y répond, en direct, en Caroline, direct et de vive voix. je vais me permettre de rebondir sur une question auquel tu as déjà répondu et effectivement, c'est quelque chose qui pourrait intéresser un petit peu tout le monde. Le temps effectivement, pour le coup, on peut pas vraiment communiquer sur le temps partiel thérapeutique. C'est que, tout simplement, la législation en vigueur ne permet pas l'intégration, en fin de compte, de ces jours, de ces jours. Là, on a un problème, en fin de compte, entre la technique et la législation en vigueur. Il y a déjà eu un faux départ, il y a quelque temps, mais effectivement, c'est quelque chose sur laquelle que Net Entreprise et les instances, qui régit la réglementation travaillent dessus.
mais on ne peut pas vous donner date, même si effectivement, pour les aficionados de la DSN, vous avez déjà rendu compte que les rubriques et les valeurs étaient déjà existantes depuis 2022. Mais ça arrive, on aimerait bien, on aimerait tous bien que le temps partiel thérapeutique soit intégré à la DSN et juste faire des saisies dates. Mais travailler dessus, c'est dans notre do list, mais on peut pas vous dire encore mieux que ça, quoi. Alors j'avais une autre question, qui reprenait, ce que je disais tout à l'heure sur, l'importance d'indiquer la date de reprise de travail dans le logiciel de paye et en fait, on nous demande comment indiquer cette date de reprise de travail, si c'est simplement à l'issue d'une prolongation. Normalement alors voilà, tout dépend des logiciels, mais donc sur certains logiciels, quand vous allez, effectuer votre signalement, d'événement, vous aurez la possibilité de mettre la date de fin prévisionnelle, donc c'est-à-dire la date de fin d'arrêt que vous avez sous les yeux, hein. La date, et puis d'autres logiciels, ben, vous permettent, vraiment d'indiquer la date de reprise, effective, de travail. Alors je vais regarder, est-ce qu'on a d'autres questions? Où peut-on modifier les adresses mail pour les notifications, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous pourriez préciser les notifications, c'est le compte rendu que vous recevez, après une saisie sur NetEntreprise? Je pense que oui, sûrement. Donc, il faut que vous modifiez vos coordonnées directement sur, NetEntreprise. Donc l'administrateur a le pouvoir de le faire pour tout le monde et tous les déclarants. Et le déclarant, peut, normalement changer lui-même son adresse mail. Oui, voilà, c'était ça. Après, de manière générale, Madame Laurel, si vous avez besoin d'accompagnement pour ce genre de situation, sachez que sur la rubrique stand Île-de-France, on a mis l'ensemble des coordonnées de nos homologues de la région Île-de-France. Donc, si vous avez besoin d'un point en 5-10 minutes avec un expert qui pourrait vous guider à faire la manip, sachez que, et de manière plus large à l'ensemble des personnes qui sont là aujourd'hui, sachez que dans le stand Île-de-France, il y a l'intégralité des coordonnées, des lignes directes de nos homologues. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger cette documentation parce que peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être d'ici une semaine, 10 jours, vous aurez besoin d'un accompagnement, pas forcément sur la DSN, mais sur d'autres choses en lien avec l'assurance maladie, et vous pourrez directement nous contacter. Merci pour ces précisions. Alors j'ai une question sur est-ce qu'on doit toujours vous envoyer un formulaire pour vous indiquer les dates de congé paternité? Alors, pour le congé paternité, si vous êtes en DSN, que vous pratiquez le signalement d'événements, vous n'avez pas besoin de nous transmettre de formulaire pour indiquer les dates du congé paternité. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'absence paternité que vous allez indiquer dans votre logiciel sera transmise via le système et grâce à votre signalement. Donc, on aura connaissance des dates. En revanche, si vous saisissez l'attestation sur NetEntreprise, là oui, il faudra nous transmettre les dates et vous avez la possibilité de le faire sur le compte entreprise, pour déclarer donc les périodes de fractionnement d'un congé paternité. N'hésitez pas, à les consulter et à nous, recontacter si jamais vous avez besoin d'un accompagnement sur le compte entreprise. Toutefois, la Caisse nationale a revu complètement l'interface, hein. C'est très intuitif, assez fluide, donc n'hésitez pas à aller, jeter un œil. Ça peut toujours servir, notamment aussi pour la transmission de pièces justificatives pour, compléter un dossier, si vous êtes en attente d'indemnité journalière. Alors, j'ai toujours une question sur, la reprise de travail. Si on met la date prévisionnelle de reprise et que le salarié est prolongé, comment devons-nous procéder? Bien, vous devez, continuer à en fait, saisir l'absence, de votre, salarié et modifier cette date prévisionnelle, ben, au fur et à mesure que vous recevez une prolongation.
Oui, parce que, tu vois, Sébastien, on a certains logiciels qui demandent automatiquement une date de reprise lorsqu'il y a un arrêt de saisie et au moment de la saisie, forcément, on ne peut pas savoir si, le salarié, reprendra à l'issue de son arrêt ou s'il sera prolongé. Alors ça, c'est peut-être un défaut de l'éditeur en lui-même, madame Baudouin. Par curiosité, est-ce que vous pouvez mettre, comment dire, non, c'est peut-être pas j'aurais aimé qu'on puisse justement, échanger là-dessus, est-ce que il vous est peut-être possible d'aller sur le stand d'Île-de-France et de télécharger nos coordonnées dans les Yvelines? Parce que en fait, sur le papier, c'est pas une obligation de la norme NeoDes, si vous voulez. Donc c'est sûrement à l'initiative de l'éditeur de votre logiciel de paye ou alors c'est peut-être un logiciel de paye qui a été créé en interne, mais si vous voulez, cette macro, elle est pas utile. Ils ont peut-être, parce que c'est déjà arrivé, il y a peut-être tout simplement ils ont oublié, enfin ils ont mis à date de fin prévisionnelle ou alors ils ont tout simplement, mis une macro sur un champ qui l'était pas. Tout simplement, ça c'est quelque chose auquel nous on peut pas intervenir puisque c'est propre à votre outil, si vous voulez. Mais effectivement, moi, à votre place, si c'est un éditeur logiciel qui a mis en place cette solution-là, le mieux, c'est de faire un ticket puisqu'effectivement, si vous mettez une date de reprise et que derrière, il y a une prolongation, comment le système informatique va nous ventiler ces demandes d'information? Donc ça vous pose plus de problèmes qu'autre chose et ça va faire réclamation sur réclamation et ça va vous rajouter du travail pour vous comme pour nous, quoi. Oui et d'autant qu'on a une autre participante qui complète en nous disant que dans certains logiciels, on peut venir modifier la date de fin saisie dans le signalement quand l'arrêt est prolongé. Donc c'est vraiment du cas par cas en fonction des logiciels, hein. Alors on a une question un petit peu plus réglementaire, où on nous demande de développer la différence entre maladie et accident de travail pour, le salaire de référence. Donc pour le salaire de référence en maladie, on va prendre les 3 derniers mois échus, les 3 derniers mois civils échus, alors que pour, l'accident de travail, on va prendre en période de référence le mois civil échu, donc qui précède l'arrêt ou l'accident, plus les primes et rappels de salaire versés aux salariés dans les 12 mois qui précèdent, l'accident ou le dernier jour de travail, l'arrêt. Donc en maladie, vous saisissez les salaires bruts, effectivement, perçus, hein, le brut soumis à cotisation et en accident de travail, c'est pareil, le brut soumis à cotisation et vous ajoutez les primes. Si les primes se rapportent à une période différente que, celle du mois de référence, vous les incluez dans le cadre B. C'est la deuxième sous-étape, des salaires de référence si jamais vous êtes sur Net Entreprise. Si vous êtes en DSN, bah, vous n'avez même pas à vous poser la question parce que le logiciel va le faire tout seul, hein, même pour la maladie, hein. En DSN, tout ce qui est salaire de référence, c'est complètement transparent pour vous. En gros, quand, pour vulgariser, hein, quand on parle, de salaire brut soumis à cotisation, c'est dès lors que le salaire de base a été, où il y a des accessoires auxquels vous avez payé de l'Urssaf est intégré dans le salaire, il sera pris en considération. Je prends un exemple tout bête, mais si imaginons, dans la période de référence, il y a une prime Macron, mais comme vous payez aucun Urssaf dessus, elle peut pas être intégrée au salaire de référence, si vous voulez. Mais comme l'a dit Caroline, effectivement, la proratisation, en fin de compte, de ces primes sur la rubrique B que vous pouvez voir, même s'il y a une notice derrière, est assez complexe à faire. Même pas que c'est impossible à faire, mais ça reste très complexe et c'est pour ça on vous encourage, vraiment à faire de la DSN événementielle dès qu'on parle des risques pro, parce que tout simplement, ça va vous éviter tout simplement, des calculs. Tout ça va dépendre en fin de compte de la rémunération, qui est propre à votre société. Donc vraiment, simplifiez-vous la vie et faites de la DSN événementielle dans ce genre de cas de figure. Sinon, au mieux, vous arrivez à faire le calcul, vous perdez du temps. Au pire, en fin de compte, nous, on n'aura pas les mêmes données en termes de rémunération, donc on va vous demander de refaire une deuxième fois parce on estimera que le salaire n'est pas cohérent. Et vous l'aurez appris soit en regardant votre compte rendu, soit tout simplement en nous passant un coup de téléphone. Donc dans tous les cas,
Vous allez perdre du temps. Sébastien, on a une participante qui s'inquiète un petit peu parce qu'ils vont changer de logiciel de paye en 2025 et en plus de ça, en plein milieu de l'année et Alors elle nous demande: «Il faudra que l'on fasse, de ce fait tous nos signalements via Net Entreprise. Cela ne pourra pas repartir en DSN». Alors, tout dépend de ce que vous négociez. Il faut impérativement, parce que ça c'est tout à fait possible, mais comme ça le nouveaux éditeurs de logiciels et l'ancien, ça leur rajoute du travail. Vous pouvez demander, de conserver l'historique des flux envoyés, c'est quelque chose de tout à fait possible. Mais si vous n'arrivez pas à négocier ça dans votre changement de logiciel, effectivement, vous allez devoir refaire les procédures à l'ancienne pendant, ce laps de temps, à savoir, vous ne pourrez pas faire de DSN pendant 3 mois minimum, pour la maladie mater-paternité et il faudra attendre 1 an si vous avez des primes et des gratifications dans votre société pour refaire de l'accident de travail. Mais vous pouvez enfin, les personnes qui sont à l'initiative de changement de logiciel, il peut être négocié un partage, un chaînage en fin de compte, des données déjà télétransmises et ça, je sais que, si vous le demandez pas, ils vont pas essayer de vous le mettre en place parce que ça leur rajoute du travail aux éditeurs, ils aiment pas trop ça. Mais c'est possible. Merci pour ta réponse. On avait une autre question: à quelle rubrique, DSN correspond le salaire pris en compte? Alors, pour, la maladie, ça sera le bloc 51, hein? Et pour, l'accident de travail, donc pour le salaire de base, ça sera également le bloc 51 et pour les primes et rappels de salaire, ça sera dans le bloc 52. Vous voyez l'image à l'écran de toute façon et le support de présentation, vous l'aurez dans les prochains jours. Oui, vous pourrez le télécharger dans le lien du replay. Vous aurez aussi le replay à votre disposition et bah, tout ça, sera à votre disposition jusqu'au 31 décembre. Alors on va peut-être prendre une dernière question puisque ça va bientôt être la fin, de notre conférence. Il va falloir qu'on libère la place pour les autres. Donc j'en profite parce que je vois pas encore de questions. Sachez que tout ce qu'on a pu vous dire, de toute façon, les informations, ils sont disponibles de manière générale sur Amélie, .fr, sur LinkedIn de manière aussi plus générale, pour l'ensemble des caisses de sécurité sociale. On a mis toute la documentation possible qui pourrait vous dépanner sur notre stand Île-de-France, où vous avez nos coordonnées, vous avez la documentation, ainsi que des créneaux de rendez-vous qui sont encore disponibles. Ils sont plus vraiment nombreux parce que c'est la dernière ligne droite avant la fin du salon. Sachez que de toute façon et là je parle plus particulièrement aux entreprises, des Yvelines, n'hésitez pas à nous solliciter pour ce type de questions, c'est notre travail de vous accompagner. Oui, merci. Alors pour, juste pour compléter, ma réponse de tout à l'heure au niveau des blocs, pris en compte pour les salaires de base, donc en maladie, c'est le 51, 001 et 002 pour la date de début et la date de fin de mois et pour le salaire, de base, le montant brut du salaire, c'est le bloc 51, point 011 et le type 01. Et en accident de travail, c'est 51 01 et 51 02 pour, les dates de début et de fin de mois. La date d'échéance de la paye, c'est le 50.001 et pour le montant brut du salaire de base, c'est 51.013. Donc voilà. Bon, bah, pour compléter ce que disait Sébastien tout à l'heure, nous en tant que chargés de la relation entreprise et vous, participants, peut-être de la France entière, sachez que voilà, dans chaque département, vous avez des chargés de la relation entreprise qui sont là au quotidien pour vous accompagner dans toutes les démarches que vous avez envers l'assurance maladie. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Profitez du salon pour télécharger la documentation parce que bah, aujourd'hui, peut-être que vous avez tout compris et puis on ne sait jamais des fois que, vous pourriez avoir besoin, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Très bien, bah, merci beaucoup Caroline, on a débordé, on va couper le live, on vous remercie pour votre participation et n'hésitez pas,
si vous désirez si vous pensez avoir besoin d'aide à venir, voir s'il reste quelques créneaux de rendez-vous. Je vous souhaite une bonne après-midi et merci pour votre présence. Merci à tous, bon après-midi. J'ai vu et de nombreux